On vit une révolution invisible. Ouais. L'intelligence artificielle s'installe dans les entreprises, dans les institutions et dans nos vies. Mais qui contrôle quoi? Qui comprend vraiment ce qu'on est en train de déléguer? Je pose ces questions dans certaines de mes conférences, d'ailleurs comme dans mon bouquin, Réinventer votre entreprise à l'ère de l'IA. Mais aujourd'hui, on va aller beaucoup plus loin. Je reçois Édouard de Miolis. Il conseille des COMEX, des ministères, des boîtes dans la tech, l'éducation, le luxe et surtout c'est un homme qui sait mettre les mains dans le cambouis des transformations numériques depuis 25 ans. Si vous pensez que l'IA est un sujet d'outils ou de RH, vous allez vite comprendre que c'est une affaire de pouvoir, de souveraineté et de survie stratégique. On va parler transformation, on va parler aussi géopolitique, technologie, management, parce que c'est ça notre réalité, un management géo-techno-politique. Connected Mate. Bonjour Edouard. Salut PPC, Salut. très heureux d'être là. Tu as traversé toutes les couches de la transformation numérique, mais aujourd'hui tu dis, l'IA, c'est pas une couche de plus, c'est une bascule. On va commencer là. Première question pour toi, en quoi cette bascule IA est structurellement différente de toutes les vagues techno précédentes? Parce qu'elle touche le langage. Cette vague est très particulière parce qu'elle touche ce qui fait l'humain aujourd'hui. Une des composantes de l'humain, c'est la capacité à s'exprimer. On a des machines aujourd'hui capables de s'exprimer. Ça change tout. Tu disais, c'est pas une couche de plus. Moi, je dirais si, c'est une pièce de plus dans une combinaison qui ne fait qu'augmenter depuis les 30 dernières années. Je dirais même les 40 dernières années. On a eu la couche de l'informatique et des télécoms. On a eu la couche de l'information, des réseaux sociaux. Et là, en fait, on a une combinaison de ces 2 couches capable de cognition, capable de s'exprimer, capable d'enregistrer, d'apprendre et de restituer en multimodal. Donc c'est à la fois quelque chose de différent, mais c'est aussi une pièce sur quelque chose qui est connu, auquel on s'attendait. Maintenant, on s'y attendait. On a eu entre-temps quand même l'hiver de l'IA, hein, parce que c'est pas nouveau. Je vais peut-être pas refaire l'historique là tout de suite, mais heu ça n'est que la juste revanche de l'intérêt, mesuré, voire discret, si ce n'est inexistant, que nous-mêmes, utilisateurs assidus ou pas, avons donné dans ces 15 dernières années à la data. Est devenue une déferlante de en volume tellement importante, c'est en fait internet qui, avec les capacités de calcul qui n'ont fait que progresser, ont rendu les machines capables de parler avec ce qu'on appelle l'intelligence connexionniste, et ça change tout pour moi parce que parler à une machine en verbal, parler à une machine en lui montrant ce que l'on voit avec notre vidéo et laisser la machine écouter ce qu'elle entend, bah, déjà change la relation de l'interface homme-machine de manière radicale, ne serait-ce qu'avec un exemple qu'on oublie d'ailleurs. Eux qui parlent pas la langue, si la machine est capable de prendre une autre langue et la restituer dans la leur, elles ont un accès différent à la machine que ces mêmes personnes avant n'avaient pas et étaient donc potentiellement sectarisées, extraits du système. Pareil pour ceux qui ne font que voir, ceux qui ne font qu'entendre, ceux qui ne savent que parler, qui ne peuvent pas taper. Donc une machine qui est capable de gérer la cognition de manière différente avec des interfaces qu'on appelle multimodales est, à mon sens, une véritable révolution civilisationnelle. Tu parles souvent, tu parles de cognition, je t'ai entendu parler de délégation cognitive. Tu peux nous donner un exemple vécu? Ça reste conceptuel quand même. La manière avec laquelle j'expose, lorsque je tente de sensibiliser la profondeur des enjeux que représentent, ces technologies, je mesure par un état où on a donné à ces machines la capacité de consigner de la connaissance et de la rendre disponible avec un simple prompt. Donc quand je dis déléguer de la connaissance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ChatGPT, Gemini et consorts ont été mangés internet, et ils le font, maintenant régulièrement. Ils ont été mangés le patrimoine que l'humanité a digitalisé. Et celle d'ailleurs que Google a aidé à digitaliser aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que dans les travaux de Google, dans les années 2005-2010, ils ont numérisé, tous les grands musées, ils ont numérisé toutes les grandes bibliothèques, donc ils ont été contributeurs, de cette numérisation du savoir. Là où la notion de délégation devient importante à considérer, c'est que par sa simplicité d'utilisation, toute interface, tout type de mode, verbal, par écrit ou vidéo, photo, l'accès à l'interrogation de cette base de savoir devient hyper facile. Donc qu'est-ce qu'on a en corollaire? On a en corollaire ce qui est humain, c'est qu'est-ce que nous,
humains allons faire dans notre relation à l'effort d'apprentissage, de consultation, d'interrogation et d'accès à cette information. Donc c'est là où je dis la délégation du savoir, c'est que finalement, cet effort-là étant tellement simplifié, et l'effort d'accès à l'information, de mémorisation, de réflexion étant tellement simplifié, bah, que finalement, on se dit: «À quoi ça sert d'apprendre?» On le délègue et là, on en va reparler, se pose la question de l'éducation, on y viendra tout à l'heure. Ça sera un beau sujet, on va en parler tout à l'heure. Restez avec nous parce que si vous écoutez cet épisode du podcast, vous allez voir, on est parti pour une super aventure. Justement, on parlait de la bascule IA, quand tu étais chez Pixmania, Fnac Darty ou même Delhaize, tu étais dans la machine. Tu l'as senti cette bascule IA arriver ou pas du tout? Déjà, ce que j'ai senti globalement dans les expériences professionnelles, qu'elles soient privées comme celles que tu as citées ou publiques et voire entrepreneuriales, c'est qu'il y a toujours un décalage important entre ce que la société voit, comprend, accepte et ce que la technologie montre et projette. Donc, on a toujours, une posture qui est assez disparate dans les couches de la société, en particulier dans les entreprises, parce que, bah, on a un cadre financier, on a une périodicité financière, on a un enjeu de marché, on a des équipes à manager, on a des mandats sociaux avec des obligations. Donc mécaniquement, ces couches de posture vis-à-vis de la technologie sont de facto orientées. Donc à ta question, je répondrai: «Est-ce qu'on la voit arriver?» Cette vague de l'IA générative, pour prendre celle que l'on vit en ce moment, je dirais non. En revanche, ce que l'on a vu, ce que j'ai vu arriver, ce sur quoi j'ai milité avec tous les propos possibles, toutes les postures possibles, tous les moyens possibles, c'est de dire: «Attention, la technologie accélère, donc le potentiel que l'on a aujourd'hui va aussi se décupler». Et une petite digression. En introduction, je t'ai dit: «Ça n'est pas une couche de plus». C'est une couche qui vient compléter quelque chose. Alors je vais prendre des termes un peu techniques, hein, je reste un ingénieur. Quand on prend la ce que moi je qualifie étant la première révolution, technologique, liée à l'informatique, internet. Voilà, les machines sont capables de transmettre, et elles sont capables de transmettre de plus en plus vite, de plus en plus gros et sous différentes formes jusqu'en passant par l'espace. Donc ça, c'est une première exponentielle, c'est la capacité télécom. La deuxième exponentielle, c'est la capacité de calcul. Plus c'est gros, plus on calcule vite, plus on mange vite, plus on restitue vite. Donc on a augmenté cette capacité de calcul et là aussi, on a une exponentielle qui vient se mettre sur la première. On en a une troisième qui est la volumétrie du contenu. Volumétrie du contenu, exponentielle, internet produit de plus en plus, nous, utilisateurs, avec les différents devices que l'on a, les différents écrans qu'on a toujours, on vient compléter avec une exponentielle en plus. Donc qu'est-ce qui se passe? On a 3 exponentielles, 1, 2, 3, et ces 3 là, je les ai vus dans le quotidien que j'ai eu dans des expériences professionnelles de 95 jusqu'à aujourd'hui. Celle des télécoms, bah, évidemment, la révolution internet, on l'a vécu. Il y a eu le téléphone mobile qui est arrivé, on l'a vécu. Celle-ci, elle était visible dans les expériences Pixmania, comme Fnac, comme Delhaize. Elle était visible à 2 titres: nouveau marché de produits, nouveaux usages, donc nouvelle opportunité de business. On vend les téléphones, on vend des ordinateurs, on vend des cartes à puce, on vend des disques durs, on vend tout ça. Et là, on a les 3 combinaisons que je t'ai exposées, 3 combinaisons exponentielles. Là où ça s'est, je pense, un peu ralenti, c'est que ça n'a pas suivi le rythme, et ça, c'était après Pixmania parce que là, on arrive, plutôt dans les années 2012-2015. La volumétrie du contenu est devenue tellement énorme que, se posait la question de comment est-ce qu'on nettoie tout ça pour rendre nos sites internet, nos médias et notre manière d'utiliser, les contenus, qu'ils soient informationnels comme commerciaux, comme d'intelligence et de connaissance, de manière la plus efficace possible. Dans cet énorme, océan, d'informations, plus ou moins, dynamiques, quelle est celle que l'on peut sélectionner et aller lire correctement? Ça, je l'ai vu venir parce que, bah, concrètement derrière dans l'e-commerce, c'est-à-dire que tu passes de milliers de références à des centaines de millions de références. Tu passes de quelques dizaines d'utilisateurs à plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs. Tu as un magasin qui reçoit, des centaines de milliers de hits, de personnes, de visites en même temps. Donc cette bascule vers, volumétrie spontanée puis exponentielle d'informations, ça, je l'ai vécu. Et puis, on a en dessous de ça, hein, les principes économiques de la longue traîne, les principes économiques du 80-20 Pareto, tout ça est venu alimenter, avec la théorie économique qu'on a tous appris, que le modèle était en train de devenir, exponentiel, mais en respectant toutes ces mêmes règles. Là, ce qui n'est pas arrivé de manière visible et ce que je n'ai pas vu, pointer
rapidement, concrètement dans mon quotidien professionnel, ça a été cette capacité générative. C'est-à-dire que j'ai beau être sur la bête, tu me connais, et sur la bête tout le temps à essayer d'être le plus à jour possible avec un effet effectivement de curiosité pathologique, voire de FOMO. Mais tout ça, c'est parce que j'ai besoin de comprendre quels sont les enchaînements technologiques. Qu'est-ce que ça va provoquer comme potentialité, comme danger, heu, curiosité, en fait. Le génératif, bah, très clairement, je l'ai découvert avec ChatGPT 3. Je l'ai découvert entre 2019 et 2020 et je regrette aujourd'hui de ne pas avoir vu passer le document des chercheurs de Google en 2017 qui, parlait en fait, du modèle, de Transformer qui est le T de GPT. Parce que là, j'aurais mis mon radar là-dessus, j'aurais, focalisé ma curiosité là-dessus et j'aurais guetté ce qui serait sorti. Depuis ce moment-là, depuis la sortie de ChatGPT 3, il s'est passé un truc assez étrange. C'est dans mon parcours, éducatif, j'ai commencé par, Pierre et Marie Curie, université Jussieu, en informatique, mathématiques, et ce qu'on appelait avant, mathématiques appliquées, système expert et cetera. Donc on était déjà dans l'approche de l'informatique qui se combine avec les mathématiques pour sortir des modèles statistiques. C'est entre parenthèses qu'a fait Yann Lequin aussi. Et ce qui se passe à la sortie de ChatGPT est venu réveiller ce que j'ai appris en 93-95. Je dis: «Tiens, je pense au modèle statistique». Alors on les a poussés bien, bien loin, mais c'est venu réactiver des réflexes académiques, des réflexes universitaires et c'est là où, dans les discussions qu'on a eues ensemble, quand on reprend le parcours, tout ça a une vraie logique. Tu as dit aussi, et on me rappelle de ça, on a échangé là-dessus, tu me disais: «L'IA reconfigure les structures d'autorité». Concrètement, ça veut dire quoi? Là, tu fais référence à une discussion qu'on a eue, je crois me rappeler de laquelle il s'agissait. Elle était dans le retour d'expérience que je te faisais sur une intervention que je faisais dans une entreprise, Mmh. notamment auprès des RH qui se posaient les questions de savoir comment, tenir posture, devant cette révolution. Et j'ai effectivement parlé, de la question d'autorité. Quand on parle d'intelligence artificielle générative aujourd'hui, on parle, comme on l'a dit tout à l'heure, d'un accès au savoir qui est facilité. Avec évidemment la mesure, de cette notion de savoir, il faut quand même mettre, la petite pondération de fiabilité, il faut la garder en tête, hein. Ça n'est pas des systèmes, assurément, précis et certifiés sur ce qu'elle restitue. Donc à partir du moment où on a accès à ce savoir en sortant son téléphone de la poche, à partir du moment où on a un petit esprit critique, suffisamment avancé et qu'on a une combinaison intellectuelle capable de faire un scénario, je vais consulter une information, un autre scénario, je vais consulter une deuxième information et je vais assembler ça pour restituer, soit le travail qu'on m'a demandé, soit une réflexion que j'ai voulu instruire. On transpose ce schéma-là dans une entreprise. Aujourd'hui, on enregistre là, on est en tout début décembre 2025 et qu'est-ce qui se passe en décembre 2025? Qu'est-ce qui se passe en septembre, octobre, novembre 2025? Eh ben, je vais te le dire, ce qui se passe, c'est qu'on a aujourd'hui les premiers étudiants diplômés qui rentrent dans les entreprises en ayant fait la majorité de leur parcours d'études supérieures avec ChatGPT. Donc ils rentrent Donc dans les ces entreprises en étudiants-là, 26. En ils 26, ils rentrent sont dans les dans les entreprises. entreprises avec leur téléphone à la poche, un accès au savoir, ou un réflexe de délégation du savoir auquel ils accèdent avec une intelligence qui est un peu différente de la nôtre. Et qu'est-ce qui va se passer avec ces jeunes-là de 25, 24, 25 ans qui débarquent dans les entreprises? C'est qu'ils peuvent remettre, pas en défaut, mais en compétition, celui qui a 25 ans, 30 ans de maison derrière et qui, lui, a l'autorité. Et il a l'autorité parce qu'il a suivi le parcours pour en arriver là et c'est un parcours d'apprentissage, c'est un parcours d'effort, c'est un parcours d'endurance, de patience, de méthodologie assez académique, hein. Et c'est là où je parle en fait du schéma pédagogique qui aujourd'hui va moins vite que la déstructuration des générations. C'est-à-dire qu'avant une génération, à peu près 25 ans, on mettait 3 types de populations dedans et à l'intérieur de ces populations, ça s'accélère tellement vite qu'on se retrouve à ne plus parler de génération. Je reviendrai tout à l'heure te titiller sur l'éducation. On reviendra sur ces Ouais, aspects-là. ce que là où je veux en arriver, c'est que ce bonhomme, cette dame qui est dans le haut de la hiérarchie de l'entreprise, qui tient l'autorité, qui a, l'étiquette du manager et le devoir, d'accompagnement de ses salariés, de l'entreprise qui va avec, eh bah, il se crée une relation à l'autorité qui devient complètement différente. Parce que le contraste entre le jeune qui a tout ce savoir
y compris une approche méthodologique versus l'autre qui l'a appris à la sueur de son front, la relation avec l'autorité n'est plus forcément systématiquement basée sur le savoir, parce qu'elle peut être contredite parce qu'il est dans la poche. Donc qu'est-ce que ça génère? Ça génère ce qu'on appelle des ruptures de collectifs intergénérationnels dans les entreprises et ça se traduit, par des situations qui socialement et sociétalement deviennent assez, je trouve, dangereuses. C'est que la première, le recrutement des jeunes a très fortement ralenti, parce que finalement, ces jeunes qui arrivent avec le savoir en poche, ça n'empêche que celui qui a un peu de jugeote dans l'entreprise peut aussi y accéder à ce savoir qu'il a en poche. Et puis les petites tâches qu'on donnait dans le bas de l'échelle de l'entreprise pour que les juniors, puissent se nourrir et développer après, au fur et à mesure, leurs expériences et leurs compétences, cette machine à recruter, elle ralentit. Et puis après, dans le haut de l'échelle, en fait, la relation, qu'il y a avec l'évolution de la technologie et du savoir est elle aussi perturbée. Et pour peu que les tâches intellectuelles de col blanc puissent être déléguées à la machine, comme ce qu'on peut voir, dans les différentes tendances que l'on entend avec, les cabinets de consulting ou même en allant plus loin sur l'école bleue, avec, Amazon qui délègue à des robots et qui licencie 14 000 salariés là, il y a quelques semaines de ça, en argumentant officiellement, hein, que c'était, lié à l'automatisation, avec l'IA. On se retrouve donc avec le haut de l'entreprise qui est perturbé dans sa stratégie, dans son fonctionnement, dans sa structure, dans son management, dans sa relation au pouvoir grâce à l'information et on a en bas les jeunes qui arrivent avec un schéma de pensée qui est un peu différent parce qu'il y en a pour la plupart un réflexe de délégation de la connaissance, ou d'aller piocher la connaissance très facilement et de travailler en mosaïque, qui eux soit font peur aux entreprises qui savent pas les lire, soit ne sont pas recrutés parce qu'on se dit: «Bah, on n'a pas besoin, on peut faire avec la machine toute une couche qu'avant on déléguait à des stagiaires ou des alternants ou des jeunes diplômés pour les former». Heu, Soit, et il faut pas l'oublier aussi, ces jeunes ne veulent pas aller dans les entreprises, tout comme celles qu'on a citées avant, hein, et je ne pense pas que les Fnac, Darty et autres groupes de grande distribution dans lesquels j'ai été soient aussi sexy pour les générations qui sortent capables d'appréhender, le monde de demain avec, une dextérité, sur l'IA, que la moyenne n'a pas. Autre question, on a parlé un petit peu de ces sujets cognitifs, on peut parler de fracture peut-être un peu numérique, cognitive, stratégique. On entre aussi dans une ère où, selon moi, le management devient géopolitique. Tu partages cette idée? Alors, non seulement je partage, mais ça fait partie, des principaux items sur lesquels j'alerte, je provoque, je stimule, les interventions que j'ai pu faire, auprès de Comex. Parce que le choix d'une entreprise d'orienter son schéma directeur, qu'il soit purement technologique ou qu'il soit de transformation ou d'innovation, implique de regarder la technologie, de l'arbitrer et de la payer. Ce que ça implique aujourd'hui, et là je refais une boucle par rapport à ce qu'on s'est dit tout à l'heure, la machine, la technologie est capable de connaissance. Donc la connaissance est un pouvoir. Et pour rappel, dans les cités romaines et les cités grecques, on allait partager la connaissance, l'information, le savoir sur la place publique, sur l'agora. Donc, une entreprise qui aujourd'hui doit prendre une décision dans son schéma directeur avec les solutions technologiques qui y sont intégrées, doit avoir une responsabilité connue. Donc il y a un enjeu de formation sur le fait que comme ces technologies sont capables de gérer du savoir, le choix de leur éditeur et de position où sont ces éditeurs et leur savoir est obligatoire. Donc ça, c'est un petit biais de mon parcours qui fait que la notion soit patriotique, soit souveraine, soit au moins sensibilisée, alertée, attention, est-ce que tu es conscient du choix que tu fais? Doit devenir, systématique, hein, et c'est là où on va y revenir après, mais il y a un triptyque géopolitique qu'il faut avoir en tête. Et le second point, c'est que, et là, c'est plus structurel, c'est un peu moins politique, je pense que c'est plus structurel, mais ça va reboucler avec la politique. C'est que les transformations technologiques vont tellement vite, les changements des usages évoluent tellement vite. Aujourd'hui, on en est arrivé à un stade où la société, qu'elle soit fin mercantile ou la société au sens sociétal, une civilisation, n'est plus capable de s'adapter, donc entreprise, système, législation, administration, protection, défense, à bonne vitesse. Et regarde ce qui se passe. De quoi on parle aujourd'hui? On parle de mouvements dans les talents qui sortent
de jobs, et je ne citerai pas, qui sortent de jobs d'hégémonie GAFA ou autres gros monstres dans l'édition logicielle, et tu en as 2 sur 3 qui vont dans la défense, qui vont dans les drones, qui vont dans toutes ces technologies-là. Et je te laisserai relire pour en déduire les annonces de cette semaine sur ces sujets de transfert qu'il y a pu y avoir, dans un angle évidemment européen. Il y a une forme de mécanique de prise de conscience de ceux qui sont, ce que je veux dire par là, de ceux qui sont vraiment dans le réacteur depuis quelque temps, qui ont palpé comme il fallait parce qu'ils étaient au bon endroit et que c'était les bons trains où il fallait être. Bah, eux, ils ont fait le choix d'aller sur des dossiers à caractère souverain. Mmh. On va parler de la souveraineté Donc tout à l'heure, ouais, ouais, un ouais. manager qui aujourd'hui n'a pas conscience que les choix technologiques qu'il fait puissent avoir une influence sur le triptyque géopolitique, et même sur la pérennité de son entreprise, voire même sur les clivages qu'il peut y avoir à l'intérieur, hein. Tu peux avoir des clivages. J'ai vécu dans l'une des entreprises dans lesquelles j'ai été, des scissions en disant: «Non mais pourquoi on a pris ça? C'est chez Amazon Web Services. On donne de l'argent à Amazon, mais Amazon est notre concurrent». C'est devenu un sujet souverain, un sujet politique, et même ça peut être sectarisant. On entre donc dans un management géo, techno et politique. Voilà, le triptyque aussi. Tu viens de poser les bases, Édouard. On va maintenant rentrer dans le concret, ce que tu as vécu, ce que tu as piloté, ce que tu as transformé et là, c'est plus du concept, hein, c'est du terrain. Jingle. Connected Mate. Tu l'as vécu de l'intérieur chez Fnac Darty, Pixmania, Deleuze. On va explorer ce que l'IA vient reconfigurer dans ses mécaniques. À la Fnac, tu étais en charge de l'omnicanal. Qu'est-ce que tu referais différemment aujourd'hui avec l'IA générative? Ça, c'est très, très concret. Donc à la Fnac, il y avait parmi les différents enjeux, alors juste pour rappel, c'était à la période, où, PPR s'appelait encore PPR et allait s'appeler Kering. C'était aussi la période à laquelle Kering allait se séparer de la Fnac pour l'introduire sur le marché, notamment par la voie qu'elle a prise, l'introduction en bourse. C'était aussi la période sur laquelle Darty est arrivé dans le giron. Et c'était donc la période de l'explosion de la pluricanalité, l'intercanalité, la multicanalité et finalement de l'omnicanalité. Donc c'était la croisée de 2 chemins que j'ai cités tout à l'heure. Le chemin donc de l'accélération d'internet et des usages de l'e-commerce, et l'autre chemin qui était l'explosion des catalogues, disponibles en ligne, où on passait de quelques milliers à dizaines de millions. Donc on avait parmi les chapitres, un vrai défi sur la gestion de l'information sur le site internet. Donc, Fnac, le catalogue des livres, entre 2 et 4 millions, puisque la marketplace a été ouverte en parallèle, et puis après plusieurs dizaines de millions de références, parce que les catégories de produits ont augmenté. À l'époque, si j'avais eu l'IA générative, je n'aurais pas eu besoin de dépenser autant en outils, en humains et en reprise de données pour fiabiliser les fiches produits, améliorer le SEO et donc réduire le coût des visites et les campagnes marketing et tout ce qui était associé. À l'époque, il aurait été aussi, intéressant d'utiliser ces capacités-là pour former aussi bien clients comme vendeurs et magasins à toutes ces catégories de produits qui débarquaient par dizaines de milliers, étant donné les enjeux de long trend, de long tail et de marketplace, qui étaient associés. Donc, très concrètement, des vidéos de démonstration de produits, heu, les critères des produits, les comparatifs automatiques, le labo Fnac, il y avait un guide du labo Fnac, je sais pas si tu te souviens de ça? Il y avait un un recueil que moi j'allais chercher à la Fnac, et c'était un vrai rituel, et j'en ai même encore quelques-uns collector. J'ai celui, qui concernait les magnétoscopes à bande de 1982. À l'intérieur, on t'expliquait j comment tout fonctionnait, pourquoi il était bien, pourquoi il était pas bien, pourquoi il était mieux, pourquoi il était moins bien, pourquoi il fallait prendre celui-ci et pas un autre, avec les étoiles sur les différents critères. L'IA générative là-dedans aurait pu extrapoler, augmenter cette expérience qui était à l'époque sur le papier. Mais je te laisse imaginer une chaîne vidéo, qui t'entretient, toi qui as un appétit sur un instrument de musique ou sur de la vidéo, la photo, ou même la culture, bah, tu peux te retrouver avec un compagnon Fnac, je théorise, hein, mais un compagnon Fnac qui vient t'aider à garder la petite lumière allumée en disant: «Tiens, j'ai un nouveau livre pour toi. Tiens, regarde, il y a un nouvel appareil photo qui est sorti, parce qu'il y a un nouveau capteur, 24-36 avec une nouvelle techno derrière», donc à l'époque, j'aurais eu ça pour efficacité, je l'ai dit, catalogue produit, ouverture en termes d'expérience avec, le client, et le troisième, donc développement d'une nouvelle forme de média qui est un média synthétique dans lequel, il est évident que le marché devrait, s'engouffrer, dans les jours qui viennent.
J'ai fait un peu de recherche en préparant cette interview, cet échange avec toi. En 2011, je suis tombé sur un article de Challenge qui disait que Carrefour a signé un accord stratégique pan-européen avec Pixmania pour que ce dernier développe le site e-commerce non alimentaire de Carrefour. Je pense que tu vas confirmer. Qu'est-ce qu'il y a à retenir de ce type de délégation techno, en fait? Qu'est-ce que tu en retiens, toi? C'est une bonne question. Il faut se replacer à l'époque où les plateformes, technologiques sont encore en pleine mutation et d'ailleurs on a les mêmes symptômes aujourd'hui, hein, dans des registres assez différents en termes d'ampleur. Mais à l'époque, un industriel comme Carrefour dans la grande distribution qui, est donc un référent du commerce, du négoce, il achète, il revend, qui est à côté de la plaque, comme tous ses autres, homologues de même genre, de même gabarit, en termes de canaux de distribution, internet n'est pas efficient. Internet nécessite de faire des choix technologiques ou internet qui existe n'a pas la puissance qui est, corrélée, adaptée ou associée à sa taille. Donc déléguer, l'apprentissage de ce canal à un acteur un peu foufou qui était, start-up devenu scale-up et devenu, très, très grosse, hein, parce qu'en 2011, on parle de d'1 000 000 € de volume d'affaires, hein. Pixmania était à dans les alentours de 900 et quelques, millions d'euros de volume d'affaires. Quand j'y suis, arrivé en 2006, on était plutôt dans les 280-300. Donc il y a une croissance très, très forte de l'e-commerce auprès de plusieurs industriels, dont l'un des actionnaires britanniques qui est devenu actionnaire en cours de route de Pixmania, qui était Dixons, Currys and PC World, qui était un des plus gros acteurs de distribution des produits électroniques grand public. Donc quand un actionnaire de ce type-là arrive chez Pixmania pour aller capter, ou à qui déléguer ce nouveau canal internet, il est assez logique qu'un acteur comme Carrefour vienne faire la même chose. On a eu aussi Bouygues Telecom, hein, qui a été l'un des premiers à signer la délégation e-commerce, chez Pixmania. J'en avais entendu parler, ça, à l'époque, mais j'ai pas retrouvé de traces, en fait, pas sur le site de Pixmania, pas sur dans les archives, j'ai pas trouvé de traces de cette histoire-là. J'avais bien un truc. Oui, parce qu'en fait, on a fait notre besogne, on a bien travaillé, avec très forte proximité avec Bouygues Telecom et que mécaniquement, on n'a donc pas pris la parole à l'époque, sur le D'accord, marché. Mais si tu d'accord. veux un témoignage, je peux t'en faire un. Ah ouais, non, ouais, c'est bien, j'entends ça. Tiens, je voudrais qu'on parle aussi de Deleuze, parce que tu as été chez Deleuze, tu as eu un très grand poste chez Deleuze. À l'échelle européenne, il y a eu une bascule, finalement de sujets de transformation numérique à une refonte, structurelle. Je crois que c'était en 2023. Il t'en reste quelle trace? Déjà, le groupe Louis Delhaize, c'est un acteur de la grande distribution, donc ça, c'est un premier facteur à avoir en tête. Européen, deuxième, multi-enseigne, troisième, et particularité familiale. Donc la combinaison des 4 dans des enjeux de transformation pan-européen avec un family office derrière, qui a une culture très entrepreneuriale, c'est une expérience qui est géniale. Qui est géniale parce que, bah, ça inverse le paradigme de l'entrepreneur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'entrepreneur, il a une conviction dans son modèle, il a sa trajectoire, sa vision et il va aller chercher l'argent pour l'exécuter. Là, moi, j'ai vécu l'inverse. C'est-à-dire que les moyens, les flux, la machine était là et on devait aller chercher le chemin à dérouler. Donc, ça a été extrêmement enrichissant parce que contraste culturel, ça a été extrêmement enrichissant parce que posture entrepreneuriale avec de l'argent familial et ça a été extrêmement enrichissant parce que, bah, comme c'est multi-pays, c'est multiculturel. Et là, tu as parlé de 2023. Mais moi, je parlerais plutôt de 2019 à 2023. Il faut pas oublier qu'on a tous vécu, la planète a vécu quelque chose de particulier pendant cette période-là, hein. Donc mars 2020, dans la grande distribution, il s'est passé quelque chose quand même. Donc la seule chose Oui, que on le j'aurais sait. à retenir parmi toutes les expériences fantastiques que j'ai vécues là-bas, c'est cette espèce d'apocalypse dans les magasins, qui a été le Covid. Expérience humaine, technologique, juridique aussi et managériale, violente et spectaculaire, mais extrêmement enrichissante. Moi Mmh. qui aime bien la besogne, la complexité et l'endurance, ça a été nourrissant. Tu as aussi, bon, beaucoup et on partage, je pense, la même chose sur tous les sujets de transformation numérique, hein, c'est ce qui nous occupe depuis de nombreuses années. Je ne sais pas si tu le constates aussi, je pense qu'on ne peut plus transformer sans repenser, la manière de manager à l'ère de l'IA. Je pense que tu partages ça et il y a des freins et toi, tu les vois où? C'est des freins culturels, de gouvernance, de vision, de ton point de vue, c'est quoi? De mon point de vue aujourd'hui et mon point de vue, quand je dis aujourd'hui, on va dire c'est les 24 derniers mois, il y a une inquiétude sur le futur de mon job.
Ça, c'est établi, c'est intrinsèque, c'est même explicite en fonction de la culture de l'entreprise. Donc, à mon sens, le premier devoir de manager, c'est d'être attentif à ça. Le second, c'est que l'information se diffuse, elle est complètement polarisée. Et donc, il y a un enjeu de compétences, de formation d'un côté et de l'autre côté, de sensibilité à la sécurité que ça provoque. Et il y en a un troisième qui est le schéma intellectuel, le schéma cognitif, c'est que l'entreprise ne peut plus fonctionner dans des schémas de silos ou de micro-hiérarchie comme elle l'était avant, parce que le salarié, le collaborateur lui-même, a une capacité de polyvalence plus importante par la communication Internet des outils qu'il a, par la connaissance auquel il accède et par éventuellement les enjeux de l'ouverture aux enjeux de transformation que l'entreprise peut soutenir. Ces trois axes, ça n'est que le systématique et habituel et celui qu'on connaît depuis 25 ans, frein au changement. La seule chose, c'est que dans cette casserole du changement, le vrai, véritable sujet, c'est que le feu qui est en dessous est beaucoup plus fort. Parce que le marché va plus vite et il va plus vite parce que, et on y revient, on reboucle, on a de la politique, de la stratégie et de la technologie. Là, je te parle des interventions que je peux faire, qui sont des groupes industriels, qui ont donc des enjeux de territoire, qui ont des enjeux de rythme et qui ont des enjeux de CAPEX. Parce que tout ça, ça coûte cher aussi, il ne faut pas oublier, hein. Je voudrais qu'on parle un peu de peut-être d'IA et de géopolitique. On l'a un peu touché du doigt tout à l'heure là, avec ces histoires de finalement peut-être que la stratégie technologique, c'est aussi une stratégie d'influence, peut-être un nouveau champ de bataille, avec peut-être un autre triptyque, le capital, le calcul, la conviction. On peut se poser la question de qui mène le jeu. Je vais te poser une série de questions et tu vas me répondre oui, non. On va faire du oui, non. Ah, L'Europe je ré déteste ce jeu-là. ah je sais, c'est oui ou non. Tu as le droit de dire c'est oui ou non, mais c'est pas autre chose. Alors, l'Europe régule, les autres avancent. On est déjà hors jeu, Édouard? Oui, non? Au jour d'aujourd'hui, oui. Moi, je le dis souvent en conférence, sans souveraineté technologique, il y a pas de stratégie autonome. Tu confirmes? C'est oui ou c'est non pour toi? Mmh, la techno, non. Sans souveraineté technologique, il y a pas de stratégie autonome? C'est non, OK, très bien. Le cloud souverain, mythe ou enjeu vital? Mais je peux pas argumenter puisque c'est que oui ou que non. Continue, je te Alors laisse. argumente, argumente, tu as le droit. Allez, joker, tu as eu ton joker, vas-y, argumente. Argumente, parce qu'en fait, aujourd'hui, la problématique, de l'argumentaire, de la solution souveraine, c'est que le juridique est trop lourd, il est à l'échelle européenne et le temps qu'on se trouve d'accord, ben, breton, il est déjà parti, la techno, elle a déjà avancé, on en est déjà à l'épisode 12. Donc si tu veux vraiment faire du souverain, c'est même plutôt mais dans l'autre sens, j'ai une techno et comment est-ce qu'on va la rendre souveraine? Plutôt que de dire: «C'est quoi souverain? Qu'est-ce qu'on va choisir?» Parce que là, tu es dans des cycles qui sont des cycles quasiment décennaux si on prend, l'approche européenne. Donc moi, je te dirais: «Non, si tu veux faire quelque chose d'autonome aujourd'hui, tu as encore, je pense, les moyens d'assembler des atomes pour te faire tes molécules souveraines». Donc la Plutôt que de souveraineté dans dire que tu l'assemblage. souveraine aujourd'hui Donc sur le la marché. souveraineté dans l'assemblage et dans la vitesse, c'est ça que tu dis? Et c'est pour ça que les débats qui sont en ce moment sur le cloud souverain européen prennent une tournure que je trouve assez intéressante parce qu'on commence à comprendre qu'en ayant une approche multifragmentée, on peut peut-être faire des trucs. Donc c'est l'assemblage et la vitesse qui pourront faire la souveraineté finalement. La souveraineté, elle se joue aussi dans les têtes, école, formation, tu parlais de fracture cognitive tout à l'heure, j'aimerais qu'on enchaîne. Je lance le jingle. Connected mate. Le côté EdTech, c'est un sujet qui te parle. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est un sujet effectivement sur lequel je suis très attentif parce qu'il m'intrigue, il m'inquiète, il me passionne. Et ça va être assez simple d'expliquer pourquoi. Il y a plusieurs réponses à ce pourquoi. Le premier, c'est que j'ai des enfants. Le second, c'est que je leur ai montré ChatGPT alors qu'elle avait 14 ans et qu'elle m'a dit: «Papa, à quoi ça sert d'apprendre?» Ça, c'est la troisième. Et la raison suivante, c'est que je le répète, je suis un curieux pathologique, donc la relation à la connaissance, au savoir, à l'apprentissage est important pour moi. Donc c'est une forme d'éducation perpétuelle, pour moi, la manière avec laquelle je qualifie la curiosité. Et le dernier point, c'est que c'est une technologie cognitive. Donc fondamentalement, elle impacte la société. Si on ne le voit pas aujourd'hui, on va le voir très vite, que ce soit par le cycle académique, pédagogique, éducationnel de nos propres enfants et nos propres écoles, soit on le voit par la politique et ce qui va en s'en traduire sur les enjeux de géopolitique, de militarisation de l'information et de l'influence des élections. Mais les 2,
et ils vont se croiser très, très, très vite. Mmh. L'étudiant qui sort à 24 ans, d'école supérieure, il arrive armé ou tu penses qu'il est déjà dépassé? C'est-à-dire quelque chose qui va peut-être être un peu étrange, mais je pense que la notion de dépassement est devenue abstraite, elle n'existe plus. C'est dépassé en quoi? Dépassé dans ta capacité de t'adapter ou dépassé dans ta capacité à savoir? Si tu es dépassé dans ta capacité à savoir faire parce que tu es dépassé dans ta capacité à avoir les moyens d'eux, parce que tu es dépassé dans ta capacité à apprendre à avoir les moyens d'eux, oui, tu es dépassé. Mais les 3 phases que je viens de te donner sont déjà elles-mêmes aujourd'hui des défis de pays entiers. Et quand tu mets les 3 ensemble, et c'est là où on va rentrer dans le triptyque géopolitique après. On va parler de l'Ouest américain, on va parler de l'Est asiatique et on va parler de la législation qu'il y a au milieu. Donc je dirais, en fait, la notion de dépassement, moi, je serais le premier apôtre, à dire, «Bah, non, en fait, tu dépassé par rapport à quoi? C'est plutôt dépassé par rapport à ta capacité de t'adapter». Donc oui, tu n'es pas capable de t'adapter, ça ne veut pas dire que tu es dépassé. Tu n'es pas capable de t'adapter à la bonne vitesse. Dans Ou le ch d'accélérer le dépassement de soi? Oui, mais alors est-ce que c'est de la performance physique? Est-ce que c'est de la performance intellectuelle? Ou est-ce que c'est de la performance à tenter d'être capable de comprendre et de l'adapter? Est-ce que tu es dans la survie informationnelle? Est-ce que tu es dans la survie physique? Et bon, ça va rentrer dans un débat philosophique, mais Mmh. je trouve que la notion de dépassement aujourd'hui n'a plus l'ancrage lisible qu'on pouvait avoir il y a 20 ans. Que les rythmes ont complètement changé et que maintenant n'importe qui est capable de remettre en cause, des élections, en fait. Mmh. Donc un schéma gouvernemental, donc un schéma civilisationnel et de l'autre côté, tu as un étudiant qui est capable de monter une start-up, qui vaut 1 000 000 en ayant, un simple téléphone et un peu d'assiduité. Je décale un peu le sujet. Je te donne un micro et tu peux interpeller l'Académie française. T'attends quoi d'elle? Pourquoi tu me parles de cet exemple? J'accompagne effectivement l'Académie française en leur disant qu'il est de leur devoir d'être attentif à ce qui est en train de se passer, parce que des machines qui sont devenues capables de produire de la littérature pouvant être estampillée fait de l'Académie française, posent des questions. Et je fais le corollaire à ce que l'on a eu avec le Space Opera Theatre, je ne sais pas si tu te souviens de cette œuvre créative fabriquée par un artiste qui a gagné un prix, je ne sais plus si c'était à Seattle ou au Texas, je ne sais plus, aux États-Unis, et qui a été l'un des premiers épisodes qui a mis sur la table le débat de est-ce de la création? Et ben, pour l'Académie française, pour l'Institut, c'est est-ce du savoir? Et si c'est du savoir, comment est-ce qu'on l'ancre comme étant du savoir singulier, représentatif de la connaissance et du savoir-faire de la France? Et comment, d'ailleurs, ça se compose, en particulier sur la langue française? Et je vais même descendre un peu plus loin, qui fait partie de quelques éléments que j'ai pu, leur énoncer dans cette salle fantastique, de l'Institut de France où tu as les marbres de tous ces illustres, lettrés qui ont composé notre histoire, qui te regardent, de tous bords. Je leur ai dit, «Mais finalement, quand on demande à cette machine de produire un écrit, digne de Molière ou digne de Sartre ou de Victor Hugo, ce qu'il en sort, qu'est-ce que ça vaut par rapport à la langue française et par rapport à ceux qui ont donné ces élans de littérature? Et je vais même encore plus loin, c'est quand on épluche la manière avec laquelle ça a été technologiquement produit, ce sont des modèles de langage dont les principes statistiques sont étalonnés avec ce que moi j'appelle des pivots anglo-saxons. C'est-à-dire qu'on parle en français, ça passe par un modèle anglo-saxon et ça ressort en français. Donc il y a derrière un pattern, il y a une petite couleur qui est anglo-saxonne. Et je vais te dire 2 choses qui vont te faire marrer, parce que tu l'as vécu et tous ceux qui utilisent ChatGPT l'ont vécu. C'est que fascinant et factuel sont 2 mots qui reviennent dans le dictionnaire, mais de manière pluriquotidienne. La France ne les utilisait plus. Fascinant, factuel. La Crucial. couleur que donne ce Crucial, c'est système-là crucial. provoque des enjeux de maintien de la langue française qui sont importants d'avoir en tête. Très bien. Tu as l'air, tu structures. J'aimerais qu'on parle maintenant de ce que tu fais concrètement aujourd'hui. Jingle. Connected mate. Toi et moi, on est amenés à rencontrer, des décideurs, des dirigeants, des chefs d'entreprise. Moi, je travaille plutôt sur des sujets de transformation de modèles de management, des entreprises à l'ère de l'IA. Toi, tu es sur des aspects géo, techno, sociétaux. J'aimerais qu'on parle un peu de ce que tu fais concrètement. Qu'est-ce que tu fais dans les missions que tu prends? Alors, ce que je propose aujourd'hui, qui est dans le cadre d'un virage professionnel, hein, parce que le groupe Louis Delhaize, je l'ai quitté avec, la revente par la famille de toutes leurs activités et donc j'ai profité de l'amorce de ce virage, de ce changement professionnel pour, me mettre, à mon compte, pour être indépendant et accompagner,
Donc, les entreprises dans la lecture des enjeux, de transformation, donc plutôt une vision stratégique, d'essayer de les aider à se projeter sur voilà ce qui pourrait se passer, voilà ce qui est en train de se passer. Ça se traduit par, différentes typologies d'intervention. La première, c'est plutôt une forme d'émulation, d'acculturation, d'ouverture. Donc c'est, COMEX, board, donc soit les actionnaires et les dirigeants, soit les dirigeants. Avec ce que l'on a abordé tout à l'heure, dire voilà, les DRH, vous avez des problématiques de friction dans les entreprises, vous avez des problématiques qui sont, l'accès à l'information qui va être, changé, transformé. Donc il y a une question de posture par rapport à cette perspective technologique dans un schéma d'acculturation et d'ouverture. C'est de l'animation de COMEX, c'est une intervention d'une heure ou c'est une journée de séminaire. Après, il y a un 2e type qui est, plutôt de l'intervention de type, keynote ou conférence. Donc là, on n'est pas forcément dans les groupes ou dans les entreprises, ça peut être des institutions ou des écoles, hein. La prochaine, ça va être Centrale Supélec, j'en ai eu avec Audencia, j'en ai eu avec, un groupe de formation professionnelle. Là, c'est plutôt collégial, c'est une forme de toujours dans l'esprit que j'ai, qui est un peu la provocation pour que les gens se posent les bonnes questions. Et le dernier format, c'est plutôt en one to one, donc des dirigeants, qui ont besoin, d'augmenter leur compréhension, dans les usages, dans les enjeux. Donc c'est une forme de hotline, que j'aime bien faire parce que tu as un contact one to one qui est libéré, qui est pas forcément encadré dans une structure, très stricte. C'est assez ouvert et c'est assez enrichissant et ces trois postures, en fait, ces 3 façons d'agir, m'aident, moi, à devoir rester à jour. Il y a quand même, je le rappelle, un véritable, défi à être au rythme de l'évolution de ces technologies. Et c'est quoi l'exemple qui prouve ça? Ouais, c'est que tu peux avoir un enchaînement de modèles, sur 3 jours différents, avoir, 3 marches qui sont des tailles de plus en plus grandes parce qu'ils font la compétition et qu'on arrive à des batailles de démonstration technologique qui sont corrélées aux montants qui ont été engagés derrière. Mmh. On parle de milliers de milliards, hein, maintenant. Ouais, on l'a vu ça, hein, avec Gemini 3, qui a mis, une branlée à ChatGPT cette semaine-là. Puis après, heu, Grok qui remet une couche derrière. Dans la façon dont tu travailles avec les boards, les comex, tu as une méthode, une sorte de canevas. Oui. Tu peux nous en parler? Ah, j'ai plusieurs ingrédients. Il y en a un que j'utilise tout le temps, avec une phrase que j'utilise tout le temps. Pas forcément de connexion directe avec les 2. La phrase, elle est plutôt à la fin et l'ingrédient dont je vais parler est plutôt au début. C'est d'identifier qu'est-ce qui est pour adepte, utilisateur, qu'est-ce qui est contre, protecteur, refuse et qu'est-ce qui est au milieu. C'est pas trop. Expliquez-moi. Dans un COMEX, tu auras toujours les 3. Le poids des 3 est toujours différent et l'enjeu est de faire en sorte que les 3 se parlent et comprennent pourquoi ils sont pas d'accord. La phrase que je dis à la fin, je dis en fait, quel que soit du camp vous avez au-delà de votre rôle de manager, vous avez un devoir civique de partager vos positions et vos questionnements. On est aujourd'hui sur une technologie cognitive qui gère de l'information. Vous êtes dirigeant, mais vous êtes aussi père de famille, mère de famille, ou vous êtes aussi acteur social, acteur d'influence. Partagez vos questionnements sur ce que l'IA représente pour vous aujourd'hui, que ce soit dans votre quotidien professionnel comme dans votre quotidien personnel. Parce que je reste, moi, convaincu que le questionnement est obligatoire. Un, parce que ça va très vite. Deux, parce que c'est potentiellement assez dangereux, parce que ça influence le schéma de cognitif, hein, le schéma de réflexion. Et trois, parce que c'est puissant. C'est super puissant. Donc, on a, toi, tu as, moi, j'ai, et chacun de nous, qui sommes sensibles ou pas, protecteurs, conquérants, curieux ou pas, un devoir de partager nos questionnements, nos convictions et d'expliquer pourquoi. Ça doit être un débat social. Comment tu détectes qu'une boîte se ment à elle-même? Ah, je suis incapable de répondre à cette question-là. Merci. Je dirais, ouais, son bilan. D'accord. Son bilan ou son ratio de CAPEX, Tu as des missions que tu refuses? ouais. Pourquoi? Pour quelle raison? Est-ce que, j'ai plein de raisons. La première, c'est trop court pour l'enjeu. La seconde, c'est trop scolaire, mal placé, mal câblé, mal attaché, pas le bon étalonnage de démarrage. Starting block est pas au bon étage ou pas au bon endroit. Le troisième, c'est ça, je pourrais peut-être dire aussi, c'est que c'est trop loin des enjeux technologiques. Tu vois, tu viens de me donner la réponse à comment tu détectes qu'une boîte se ment à elle-même.
En fait, c'est les 3 réponses que tu as faites sont symptomatiques d'une boîte qui se ment elle-même. Elle a pas mis les choses au bon endroit. Ouais, ouais, là, comme ça, tu raison. Et voilà. C'est aussi simple que ça. Allez, on va parler maintenant des décideurs, des politiques, des managers, ceux qui tiennent ou non d'ailleurs la barre. Connected mate. On a parlé beaucoup d'IA, on a parlé beaucoup de management, on a beaucoup parlé des entreprises, mais pas assez des gens qui doivent décider autour, comme ex-managers politiques. On va parler de leur rôle. Édouard, les COMEX, ils ont encore les moyens de cadrer l'IA ou pas du tout? Il faut préciser ce qu'on entend par cadrer l'IA. Parce que, réponse réflexe, «Ah, est-ce qu'il faut cadrer l'IA?» Je dis: «En fait, c'est déjà trop tard. Tu peux pas cadrer l'IA, elle est déjà partout. C'est une appli installée sur ton téléphone, qu'il soit Android ou qu'il soit iPhone, et c'est une appli qui peut aussi bien être ChatGPT que Copilot, que Gemini, que DeepSeek, que Claude, et puis tu en as une flopée qui est en train d'arriver, qui vient compléter ce portefeuille. Donc faut-il cadrer? Je dirais oui, mais ce qui reste à cadrer. Parce que le shadow AI, il est partout. Il est déjà, mais partout. Et il suffit de voir le réflexe de nos enfants, les miens en premier, et à l'école. Ils ont ChatGPT à l'école. Parce que le téléphone en douce, blablabla, et cetera, et ils ont le réflexe. Donc le cadrage de ça, au niveau des enfants, je vais revenir à l'entreprise Apple, c'est OK, utilise-le, mais utilise-le pour qu'il t'explique, qu'il t'aide à la manière avec lequel tu vas trouver la réponse avec lui. Donc une approche stochastique. Aider, mais éduquer. Quand on met ça dans l'entreprise, et pourquoi déjà on doit mettre de l'IA dans l'entreprise? Il ne faut pas la mettre pour la mettre. En revanche, et comme elle est déjà là, de manière implicite avec le Shadow AI, il faut sensibiliser, et c'est là où je reviens à la question d'avant. Qu'est-ce que ça vous pose comme question? Qu'est-ce que ça pose comme inquiétude? Et d'avoir un collectif, qui est l'entreprise elle-même, qui s'interroge sur l'IA. Et le Shadow AI, pourquoi est-ce qu'il est là? Pourquoi est-ce que tu l'utilises? Et là, tu vas avoir certaines choses qui vont ressortir, qui est l'évolution de la relation au travail provoquée par l'IA. Alors moi, je ne suis pas un expert, hein, je pourrais t'en mentionner quelques-uns à recevoir dans ton fabuleux podcast, mais ça génère une évolution de la relation à la performance. Ça génère une évolution de la relation à l'efficacité, et donc ça génère une évolution de du mode managérial. C'est-à-dire que tes quali-quanti pour ton variable, les objectifs, là, on est en train de changer ça. Donc quand on dit: «Il faut cadrer l'IA», moi je dirais plutôt: «Il faut recadrer l'IA qui est déjà là, et celle qui pourrait arriver, il faut la cadrer sur le triptyque, et le triptyque social, schéma social. Ils savent gagner, bah, où est-ce qu'on met le gain, et que ça soit un projet de l'entreprise ouvert et partagé avec l'entreprise. Le deuxième, c'est un axe qui est technologique, et est-ce que ça nous systématise au sens propre, strict et ingénierie du thème? Et je dirais le troisième aussi, il faut pas l'oublier, c'est financier et énergétique. C'est que ça consomme des blindes, en devises et en énergie. Recadrer, oui. Cadrer, c'est trop tard. Dans ton parcours, tu as été, alors je le dis avec mes mots, mais finalement le premier secrétaire d'État au numérique sans jamais avoir été nommé tel quel, mais c'était à peu près ça, si je me trompe pas. Donc tu côtoies, des politiques, ils captent l'enjeu ou ils sont, encore à des années-lumière de comprendre ce qui est en train de se passer? Il y a de tout. Il y en a qui sont attentifs, hein, qui ont de l'appétit, de l'intérêt, de la curiosité, et qui ont de la compréhension et de l'ouverture à la discussion. Il y en a qui ont le même schéma, mais qui ont des partis pris et qui ont des convictions un peu obtus, des dogmes. Je dirais, il y a de tout. Il y a vraiment de tout, et le sujet qui pour moi pose problème à la France, depuis 2 ans, c'est que comme il y a tout et qu'il y a trop de tout, difficile de trouver des consensus, et là, on rentre dans les biais, partisans et idéologiques, de ces élans, politiques multiples et trop diversifiés, qui rendent la fédération obligatoire autour de ce sujet difficile. Moi, j'ai été choqué, quand, alors c'était l'ancien premier ministre, hein, quand Bayrou a annoncé, la nécessité de faire une réduction des coûts, le mot IA n'a jamais été prononcé. Ça t'a choqué ou pas? Il y a eu tellement de choses qui m'ont choqué que c'est pas celle-ci que je retiendrai, mais il y a eu, dans le ministère dédié à la transformation du service public, qu'il n'y ait pas eu, en relation avec Matignon, un chantier d'efficacité. Alors je dis pas que l'appareil d'État n'est pas efficace, je dis, tout le monde peut aller chercher de l'efficience et une meilleure Opérationnel, efficacité, bien sûr. l'État Mmh. compris. Mmh.
Donc entre ce ministère de transformation du service public et Matignon, sous l'impulsion de Bayrou, qui en plus, quand même, faut le rappeler, se qualifiait d'être sensible au numérique, voire même acteur, du numérique, hein. Faut Mmh. pas oublier que cette étiquette, il était, attentif à l'entretenir, hein, et à la rappeler. Donc là, oui, ça m'énerve. Quand tu rappelles ça et que tu vois que sur un sujet de transformation du service public, tu n'as pas mis en place ce qu'il faut et qui pouvait s'autofinancer. Quand on a parlé des entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, c'est quand tu investis parce qu'en fait, tu as le ROI qui est derrière, voire même comme tu commences à investir dans ton projet, il génère lui-même tout de suite ses ROI Ça pour s'appelle financer de la suite. l'investissement. Ça s'appelle de l'investissement, pas de la dépense, tu vois? C'est Oui, puis après avec du lean, bien sûr. tu peux aller faire en sorte d'aller Ouais. d'auto-alimenter les machines. Donc je dirais oui, je suis énervé, mais pas par la mention IA, c'est juste par la méthodologie, l'approche de transformation aussi. Mais il est où le projet de transformation? On va commencer par quoi? On va parler d'efficience et elle est où? Elle se traduit comment? Donc il manque un ministre de la transformation, digitale, numérique, IA de Alors, je sais pas si c'est digital numérique, mais transformation, oui, et ça fait partie effectivement des discussions qu'on a eues, ensemble, avec les différents épisodes que j'ai pu avoir avec certains ministères, notamment, les grands argentiers. Mais, là, c'est notre système politique qui est, je pense, problématique et pas adapté. C'est que et c'est à peu près d'ailleurs dans les entreprises, c'est à peu près la même chose. Celui qui est près de l'argent et celui qui a le pouvoir. Mmh. Donc puisque c'est celui qui a le pouvoir transformatif compris. Donc on va rattacher la transformation et on va l'étiqueter, numérique et IA et on va le mettre à Bercy. Alors que si on met pas numérique ni IA et qu'on dit: «C'est la transformation» et on l'attache au Premier ministre et on dit à tous les ministères: vous devez parler à cette antenne transformative qui a le devoir de vous fédérer sur les enjeux communs de recherche d'efficience» et tu strates recherche d'efficience sur quoi? Sur le carburant, sur les trajets, sur l'énergie, sur blablabla et tu chapitres tout ça comme n'importe quel projet de transformation pourrait être fait dans n'importe quel groupe industriel international français, quoi. Allez, on attaque la dernière séquence de ce podcast passionnant. Merci Édouard, on a tu nous as ouvert les chakras sur plein de sujets. Je lance le jingle et j'attaque avec la dernière séquence. Connected mate. On parlait un peu de responsabilité, de garde-fou et d'héritage. Si on parle de responsabilité, aujourd'hui, Édouard, elle repose selon toi sur qui? Responsabilité de quoi? Responsabilité de l'IA? Responsabilité de ce que l'on fait pour la société, pour nos entreprises. Alors là, tu parles, ouais, la question est très large. Je vais essayer de la segmenter sur ce sur quoi je me sens capable de répondre parce que j'ai un avis. La première, c'est la responsabilité de l'entrepreneur vis-à-vis des solutions technologiques qu'il peut mettre sur le marché et qui utilisent de l'IA. Là, la première qui, moi, me travaille énormément, heu, beh, c'est aussi je suis papa de 2 filles, de 13 et 16 ans, à l'heure où on se parle. Heu Et donc j'ai un devoir, de les projeter dans un monde dans lequel agi, à mon échelle, de manière responsable pour leur monde de demain. Donc là, c'est responsabilité quant à l'information et le patrimoine intellectuel qu'on leur délègue, donc attention aux usages des outils que l'on vous met entre les mains. Donc il y a effectivement un peu de police, voire même beaucoup sur, TikTok, Snapchat et autres, instruments de ce type-là. On a une responsabilité parentale là-dessus, on a une responsabilité sociétale là-dessus. Après, quand on se met dans le rôle de l'entrepreneur, la solution qu'on met sur le marché, si on ne l'éprouve pas et c'est là où je trouve que l'Europe a quand même beaucoup de choses pour se défendre parce qu'on reste quand même la civilisation des Lunaires, c'est quand même, le foyer de toute l'économie et que l'on a, aujourd'hui est issu d'histoires qui ont un bout d'Europe, hein. Hem, donc la relation avec, chacune de nos cultures, chacun de nos pays, si on a une approche américaine hégémonique et qu'on vient chahuter par une normalisation excessive de la singularité de chacun de nos peuples, je pense qu'on va pas dans le bon sens et qu'on a une responsabilité à engager. Le second, c'est sur, et ça va boucler avec le premier, c'est la dépendance que l'on crée avec les outils. Quelle est cette dépendance? Où est-ce qu'on la projette? Jusqu'où elle va? Et dépendance au sens intellectuel, dépendance au sens économique, mais après dépendance aussi au sens environnemental. Hem, la course à la technologie, la course à la facilité, la course au confort, que l'on soit père de famille ou qu'on soit entrepreneur, que l'on soit, sensible aux axes financiers, aux axes politiques, sociétaux ou aux axes énergétiques, je pense qu'on doit améliorer chacun d'entre nous notre responsabilité avec ça. On doit avoir un réflexe.
avoir les 3 indicateurs. Et tu avais Rafi Haladjian qui avait fait un truc, je sais pas si ça existe toujours. Il avait fait, alors il avait pas tout à fait sur ce registre, mais il y a un concept derrière qui me j'y pense par ta question, il avait monté le Moral Score. Le Moral Score, je sais pas si ça existe toujours, c'est un site qui scorait les entreprises sur différents items. Et je trouve que en tant qu'entrepreneur, en tant que dirigeant, quand on engage des projets de transformation, on devrait se mettre on devrait s'éprouver, on devrait passer au tamis du moral score. Et dans le moral score, il y a quoi? Il y a une dimension sociale, il y a une dimension environnementale. Et dans le social, on met la pérennité cognitive, la culture, l'intelligence et ce qu'on veut qui compose notre société, sans en normaliser les idées et la connaissance comme le font tous nos systèmes LLM, avec des capacités d'influence qui vont jusqu'à faire annuler des élections démocratiques en Roumanie, quoi. Le deuxième axe, environnemental, évidemment, parce que quand on regarde le nombre de centrales nucléaires qu'il faut, si on continue à regarder la courbe de progression de l'utilisation de ChatGPT sur les insights énergétiques du début d'année, il faut 29 centrales nucléaires dans les mois qui viennent. Le moral score de Rafi Haladjian, c'est un sujet, hein, ouais, c'était une start-up qui était fondée en 2017. Voilà, puis bon, on n'a plus trop entendu parler. Il avait mis ça en ligne en 2019, après 18 mois de travail. Mais bon, Rafi, il avance toujours sur des sujets passionnants. Bah, on l'invitera d'ailleurs pour un épisode de ce podcast probablement, parce que j'aimerais bien savoir ce qu'il a fait depuis. Il a sorti pas mal d'entreprises et de pépites. Édouard, on continue, cette interview. Peut-être, allez, ma dernière question. Tu nous as parlé de tes enfants, c'est important. C'est quoi le message que tu ferais à tes 2 ados? Le message pour qu'ils prennent du bon côté les choses, de la bonne façon. Ils sont au tout début, là, ils sont encore ados, ils vont démarrer leur carrière professionnelle dans quelques années. C'est quoi le message que tu leur donnes aux ados de 15 ans? Questionnez-vous sur le scroll que vous venez de faire. Qu'est-ce qui m'apporte? Qu'est-ce que j'attendais? Qu'est-ce que j'en retiens? J'adore. Recommencer le lendemain Je sur la même chose la veille. j'adore. À quoi il sert ton scroll? Ça sera le mot de la fin. À quoi il sert ton scroll? Merci beaucoup, Édouard. Exactement. Merci à vous tous d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. On se retrouve très, très vite pour un prochain épisode. Ah ouais, c'est un épisode avec un mate. Voilà, ils sont comme ça, les mates. On les aime pour ça. Ils sont formidables. Merci, Édouard. À bientôt. Ciao, ciao, ciao. Connected, mate.